D'après moi, on ne devient pas punk. On est punk. Même si on ne sait pas faire de musique, on y va, on joue, on donne. Il y a 50 ans, c'est une esthétique radicale qui a émergé dans les clubs des caves de Londres et a bouleversé la pop culture. Le punk. Le punk comme mouvement a toujours existé, depuis très longtemps. Jésus-Christ lui-même combattait déjà le système. Notre arme, c'est la musique, la police, c'est des matraques. Je pense que le mouvement punk regarderait la manière dont on consomme notre planète. Dans quelle mesure la contre-culture est-elle encore présente dans le punk? Et est-ce que le punk peut encore changer le monde aujourd'hui? Punk un jour, punk toujours? Comment quelqu'un qui a vécu cette époque en direct la voit-il aujourd'hui? Eh bien, le matin, on faisait un pogo, ensuite on jetait des œufs contre le mur, on les avait volés au supermarché. Ensuite, on cherchait un flic dans la rue pour lui cracher dessus. Après ça, on allait jouer dans des groupes assez nuls. Ensuite, on allait voler. On s'enfilait des tonnes d'amphétamines et on faisait l'amour au hasard avec des inconnus. Daniel Richter est l'un des plus importants peintres allemands contemporains. Il a grandi en province dans l'Allemagne du Nord et il a intégré le milieu du punk et des squats dans les années 80. Dans son atelier à Berlin, il a gardé les disques qui l'ont influencé. Il y avait cet album-là qui est vraiment excellent, vraiment, avec cette pochette remarquable, qui veut dire quelque chose, comment dire, c'est sans équivoque. Le groupe s'appelait The Pop Group, et le titre du disque était « Combien de temps encore allons-nous tolérer les meurtres de masse ?» Le groupe joue un mélange de funk, de jazz, de reggae et de punk, avec toute l'énergie du punk, en dénonçant la misère du monde. Mais il ne s'agit pas seulement de musique. Adolescent, Daniel Richter était particulièrement intéressé par le côté politique du punk. Il était né en 62, dans ce qu'il décrit comme la vieille République fédérale moisie. Donc il y avait le rock, et tout avait ce côté déplaisant, consommateur, mielleux, normatif, comment dire, cette sentimentalité médiocre. Et ça n'allait pas du tout avec une société qui en même temps vivait, je ne sais pas, le terrorisme de l'automne allemand de 1977, la paranoïa de la guerre froide, etc. Et le punk était un signe de ralliement contre cette espèce d'hypocrisie et de tartufferie. À cette époque, les plus petits symboles étaient des provocations. Les cheveux longs ou colorés, les jeans déchirés ou les ongles peints. Quand ma mère, Dieu ait son âme, s'est plainte que j'avais les ongles peints en noir, mon père a dit « laisse-le faire ». C'était vraiment un gros avantage que j'avais sur les autres. Parce que les autres, fils ou filles, leur père les battait. Dans son pays d'origine, la Grande-Bretagne, la première vague de punk arrive en 1976. Elle s'étend à l'Allemagne de l'Ouest quelques années plus tard, avec par exemple les Sex Pistols, autour de Johnny Rotten. C'est juste l'étincelle.
peu importe quand le mouvement a vraiment commencé. Ce qui est important, c'est l'impact que ça a eu. Et l'impact, c'était simplement que pour un assez grand nombre de gens, et pour moi par exemple, c'était une rupture avec tout ce qui était le courant dominant, c'est-à-dire tout le reste. Ça pouvait être les hippies ou autres. C'était un appel à l'autonomisation. Le message était un peu, vous n'avez pas besoin de savoir faire quoi que ce soit, mais vous pouvez tout accomplir. Ses premières œuvres datent de cette période. C'étaient des couvertures de disques, comme celle du groupe punk de Hambourg, Angeschissen. En français, foutu. J'en ai un exemplaire ici. C'est ma toute première couverture pour le groupe. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a même une erreur. Il y a un S en trop. Le titre du single, c'est « La peur ne fait pas de bruit ». Angst macht keinen Lärm. Et je dirais que ça le résume parfaitement. Évidemment, il y avait une attitude très fortement anticommerciale dans ce milieu. Donc on n'était plus du tout obligé d'avoir plus d'une paire de chaussures ou plus de 2 pullovers. L'influence du punk se retrouve en partie dans son travail. Des couleurs vives, des foules, des menaces, l'euphorie. Il s'agit moins du punk comme style que d'un monde qui est sous tension. Aujourd'hui, il a bien plus d'une paire de chaussures et bien plus que de pulls. Ses tableaux lui ont rapporté des millions. À un moment, vous avez de l'argent parce que vous avez vendu des tableaux. Là, vous entrez par la grande porte, le maître d'hôtel dit « Voici votre table », vous commandez, et à la fin, vous êtes assez satisfait de pouvoir payer l'addition. Et voilà comment on se laisse corrompre, tout doucement. Daniel Richter rejette toute nostalgie ou romantisme lié au punk des années 80. Le punk rock, au fond, il est mort. C'est mon impression. Et si on maintient que la rébellion, la jeunesse et le punk ont encore quelque chose à voir, ça, on va plutôt le trouver chez quelqu'un comme Icky Mull, ou ce genre d'artiste, parce que là, il y a une attitude qui provoque vraiment tout le monde. Le simple fait que tant de gens, spécialement des hommes, soient exaspérés ou énervés par ce qu'elle fait, montre qu'elle est plus près du punk rock que n'importe quel garçon qui rêve d'imiter l'année 77. Mais être punk, ça veut aussi dire assumer l'ambivalence. Car pour Richter, le punk est mort, vive le punk. En fait, il n'est pas mort du tout. Le punk est toujours en train de se propager, comme un cancer. Il y a la planète Terre, elle est touchée par le cancer de différentes manières, et suivant les cas, quand c'est nécessaire, dans des sociétés où les conditions morales et politiques sont très clairement contraignantes, ça a aussi une fonction, je ne sais pas, de libération, de rébellion contre les autorités. Car le punk a toujours été la musique de la contestation. En Géorgie, où l'autoritarisme croît sans cesse, le punk revient à ses racines. Plus bruyant et rebelle que jamais. Dans le milieu punk géorgien, le groupe Garchi est l'une des voix les plus célèbres de la contestation. Je ne dirais qu'une chose. Les Garchi sont d'abord mes amis. 4 amis en colère. On est amis. On est une famille. Oui, une famille. L'idée était de faire du punk rock absurde, cynique, absurde, satirique. Mais avec la situation politique, nous n'avions plus envie de rire. Et nous avons commencé à faire des choses plus sérieuses. Garchi a ouvert un nouveau club punk, Riff Raff, à Koutaïssi, la 3e plus grande ville de Géorgie. Un lieu où la scène punk peut se réunir et exprimer sa colère et sa peur. Les chansons de Garchi sont crues, directes et politiques.
Elle dénonce les violences policières, la corruption du gouvernement et la trahison du peuple. Ces dernières années, le gouvernement géorgien est devenu de plus en plus autoritaire, avec pour conséquence un mécontentement général et des manifestations massives. Fin 2024, les dirigeants politiques ont suspendu le processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne et des milliers de personnes à travers le pays sont descendues dans la rue. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. La moitié du pays est descendue dans la rue, à Tbilissi, dans les villages et les villes, partout. C'était une violation de notre constitution. La violence policière a dépassé toutes les limites. Et jamais la violence ne peut être acceptable. Les manifestations ont commencé fin 2024. Le gouvernement réagit. Arrestations massives, descentes violentes et brutalité policière. Je n'ai pas emprunté l'avenue Roustavéli. J'ai pris les petites rues. Tout d'un coup, la police est sortie de nulle part. Ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont jeté dans une fourgonnette. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, tous battus et couverts de sang. Quelqu'un était assis à côté de moi et quand ils ont ouvert la porte pour jeter une autre personne à l'intérieur, il a sursauté de peur. Un policier lui a dit « Pourquoi tu bouges ?» et il lui a donné un coup de pied en plein visage. Le sang a giclé. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement sans défense. Comme s'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. À ce moment-là, on se sent plus que seul, même si on sait que ses amis et sa famille attendent à la maison. On se sent insignifiant, comme si on n'avait aucune valeur pour ce pays. Donc ce que nous et nos amis faisons sur scène est très important. On a des exemples dans des pays voisins où de telles choses ne sont plus possibles. Malgré les violences policières et les arrestations, les manifestations se sont poursuivies. Et parmi les manifestants, il y a beaucoup de musiciens et aussi des punks. La musique unit les contestataires. Ils partagent des moments de joie et conjuguent leurs énergies pour continuer à se battre. Parfois, des inconnus se rassemblent en masse pour des concerts live, mais on ne se sent jamais étranger. La même énergie règne lors des manifestations. Des personnes unies par un problème commun. Le fait de se rassembler autour d'un problème commun crée une proximité. On a le sentiment de pouvoir compter sur les autres. Si quelque chose arrive, on peut compter sur ceux qui nous entourent. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que le punk soit né en Grande-Bretagne. La musique punk peut-être, mais le punk, en tant que mouvement, a toujours existé, depuis très longtemps. Jésus-Christ lui-même, par exemple, s'est battu contre le système. D'après moi, on ne devient pas punk. On est punk. Quand nous sommes allés en Turquie, ces gens d'une culture différente étaient exactement comme nous. Nous étions pareils. Nous parlions le même langage. On pouvait aller n'importe où, en Allemagne, en Espagne. Si on rencontrait un punk, on trouvait toujours un terrain d'entente. Le punk, c'est une nationalité en soi.
L'avenir de la Géorgie est incertain et la situation devient chaque jour plus tendue. En raison des violences policières et des arrestations, les manifestations autrefois massives ont perdu de leur ampleur, mais elles se poursuivent quotidiennement. Et dans le milieu punk, les voix se font de plus en plus fortes. Je pense que rien n'est perdu, que tout est possible tant que nous pouvons encore dire ce que nous voulons sur scène. À partir du moment où nous ne pourrons plus nous exprimer sur scène, ce sera fini. C'est ce qui me fait vraiment peur. C'est pour ça que chacun de nos concerts est important à mes yeux. Nous parlions tout à l'heure de famille. Gertchi est une famille. Mais pendant les concerts, tous ceux qui se trouvent devant la scène deviennent aussi une famille. Quand ils chantent nos textes et qu'ils dansent, nous formons une grande famille. Et je le répète, en tant que musiciens, nous créons de la musique. C'est notre arme. C'est la musique. Et la police, c'est les matraques. Gertchi exprime la colère, la frustration et l'espoir de toute une génération. Et prouve que le punk, dans sa forme la plus pure, est bien vivant et qu'il peut encore faire bouger les choses. À Paris, nous rencontrons une artiste pour qui le punk a une toute autre signification. Son ennemi est dans son propre corps, pas dans le monde extérieur. L'auteure et illustratrice parisienne Magali Lehuche a reçu un diagnostic de cancer du sein peu avant son 40e anniversaire. À partir de ce moment-là, la peur de la mort est devenue sa compagne de jour et de nuit. Le plus difficile à supporter, c'est l'idée de proche de ne plus exister. Ça, c'est ingérable. La mort, quoi. Ça pourra jamais être comme avant parce que je me dis que j'aurais pu ne pas être là, en fait. Et puis qu'il y en a qui sont plus là. Et ça, j'y pense tout le temps. J'y pense tous les jours. Parce que je connais des filles qui sont plus là et qui ont eu le cancer en même temps que moi. J'étais amputée, mes copines qui avaient plus de cheveux. On traversait des choses qui étaient trash, en fait. Dans sa deuxième bande dessinée autobiographique Punk à Sein, Magali Lehuche raconte comment son monde s'est effondré après ce diagnostic. Après l'opération, traumatisante, elle a encore craint pour sa vie pendant de longs mois. Elle a trouvé du réconfort auprès de son mari et de ses 2 enfants, mais aussi auprès de cet homme, Joey Strummer, cofondateur, chanteur et guitariste du groupe punk rock britannique The Clash. J'avais peut-être envie de m'identifier à Joe Strummer dans le côté qui rentre pas forcément dans les codes. Parce que moi, à ce moment-là, au moment du cancer, j'avais l'impression de plus rentrer dans les codes de ce qu'on attendait des femmes dans la société, d'être des mères, des personnes désirables, avec des seins parfaits, enfin tout ça qu'on voit partout tout le temps. Et j'étais en colère de ça, en fait. La colère était aussi le carburant des premiers groupes punk. Même si la plupart d'entre eux venaient de New York, c'est à Londres que le punk est devenu un vrai mouvement. Des groupes comme The Clash ont donné une voix au ressentiment de la jeunesse londonienne, confrontée au milieu des années 70 à un avenir bouché. Le punk offrait une alternative aux valeurs conservatrices de la société. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de bataille, mais plutôt optimiste. Parce que je trouve que c'est assez optimiste, en fait, le punk. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut contrer. Quand le système marche plus, tous les moyens sont bons. Et j'ai l'impression qu'avec le cancer, il y a quelque chose comme ça.
que le système marche plus. Donc moi, je dirais, tous les moyens sont bons, quoi. Enlevez-moi tout mon corps, laissez-moi la vie et l'énergie. Il y a quelque chose comme ça dans l'énergie de Clash, et moi, qui faisait écho à quelque chose dont j'avais besoin. La musique a été une source d'inspiration pour Magali dès son enfance. Et elle lui a sauvé la vie depuis toujours. Dans sa première bande dessinée, Nowhere Girl, elle raconte la peur paralysante que lui inspirait l'école lorsqu'elle était jeune fille. À l'époque, les Beatles l'avaient aidée à surmonter cette solitude. J'ai l'impression que la musique, c'est comme un peu l'amour, quoi. Il y a un truc dont on a besoin. Je ne saurais pas te dire. J'avais besoin tout d'un coup, il y a une espèce d'urgence, il faut que j'écoute un morceau, quoi. Mais la mort, elle ne pouvait l'affronter qu'avec le punk. Je pense qu'au moins en mettant de l'humour et de la légèreté à quelque chose qui était assez insupportable, c'était nécessaire. C'est de raconter le monde et raconter les choses avec décalage. Et c'est certainement la musique fait ça et le punk fait ça, en fait. Ce qui avait déjà redonné espoir à la scène underground londonienne il y a plus de 50 ans, a gardé toute sa force. Sa victoire contre le cancer du sein donne à Magali le courage de se lancer dans un nouveau hobby. J'ai l'impression que j'ai une énergie vitale différente. Je suis un peu pressée, quoi. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être un peu enthousiaste. J'ai envie de faire plein de trucs. Salut. Hey. Ça va, Mag? Ouais. Salut. C'est le merci. En pleine répète. Ouais. T'arrives au bon moment. Salut. Il y a un an, elle a fondé avec des amis le groupe Has-Beenagers. Autrement dit, nous avons été adolescents. À la manière punk, le groupe ne se prend pas tout à fait au sérieux. Parce qu'on n'est pas chanteur et qu'on fait ce qu'on peut. mais c'est très énergisant et puis libérateur, je pense, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être au top, mais on a envie de s'amuser, quoi. Pour Magali Lehuche, le punk est une source d'énergie et un moteur dans les moments difficiles. Avec la créatrice de mode française Jeanne Friot, le punk est une rébellion féministe. Mais le punk dans la mode peut-il nous inciter, en tant que société, à changer notre façon de penser ? Et c'est vraiment ça qui m'intéressait dans le dernier défilé que j'ai fait, c'est de se dire on va montrer quelque chose de différent, on va montrer de la danse dans un endroit où on est censé montrer de la marche. Et surtout, on va montrer que la danse et la fête, par exemple queer, a une place particulière dans une forme de résistance et de joie. Se démarquer, provoquer et renverser les conventions. Telle est la devise de la créatrice et de la marque Jeanne Friot. C'est dans cet atelier parisien que Jeanne Friot l'a fondé il y a 5 ans. La jeune femme de 30 ans y confectionne avec ses assistants la majeure partie de ses collections. C'est un peu plus fixé là. Ok, très bien. Qu'au début. J'ai fait ça peut comme Oui, non, c'est nickel. qu'on est Non, mais là, avant que ça se pète, je pense que oui, ça bougera là. ça ne bougera pas. Très bien. Les créations de Jeanne Friot sont non genrées. Tout le monde peut les porter.
pense que le vêtement a toujours eu une valeur politique et juste on l'a un peu oublié pendant des années en pensant que c'était quelque chose de frivole et que la mode était un endroit ou une industrie qui n'avait pas forcément d'engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus nécessaire et c'est de plus en plus visible aussi. Que serais-tu devenu? Aurais-tu brillé dans la vie? Aurais-tu fait briller ma vie? Serais-tu devenu mon refuge? Quand on voit des personnes qui questionnent le genre dans la rue ou qui essayent de dégenrer la manière dont on voit le vêtement ou le maquillage ou ce genre de choses, finalement c'est toujours ramené beaucoup à de la violence. Jeanne Friot montre que la diversité ne doit pas rester une utopie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir montrer ces images dans un endroit safe, qui est le mien, que je crée comme un contexte safe, de pouvoir intégrer des personnes de ma communauté dans cet endroit pour dire, en fait, ça devrait être juste un endroit safe et la rue devrait devenir un endroit sécurisant. Elle veut aussi créer un lieu sécurisé pour ses collaborateurs. En tant que personne queer, j'ai envie de travailler dans un milieu où je me sens respectée et où on fait attention aux autres et à notre communauté. Et chez Jeanne, c'est, je pense, un peu l'aspect communautaire queer est quand même très très présent. La créatrice souhaite également inciter à repenser les questions environnementales. C'est pourquoi elle ne produit qu'en petite quantité et presque exclusivement en France. Elle travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des stocks dormants, des tissus dont les grandes maisons de couture n'ont plus besoin. Est-ce que ça suffit pour être punk ? Je pense que le mouvement punk regarderait la manière dont on consomme notre planète. Je pense aussi que finalement aujourd'hui elle est vachement portée par des femmes plus que des hommes. C'est ça qui est assez intéressant à regarder. Donc un angle féministe, éco-responsable et toujours contestataire. J'essaie d'avoir cet angle de vue dans ma manière de créer, de toujours un regard contestataire, de toujours avoir un regard décalé et de poser la question des normes à chaque endroit et de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire différemment. Dans le monde de la mode, l'engagement politique a son prix. Quand on fait une mode ultra politique, forcément on se ferme à plein d'acheteurs ou à plein d'endroits qui n'ont pas envie d'entendre cette voix-là. Mais ça n'a jamais été un problème pour moi, ça a toujours plutôt été un moteur en fait, de se dire on va réussir à faire changer les mentalités, on va réussir à faire changer le fait que ces portes-là sont fermées et qu'il va falloir les ouvrir. Comme elle est l'une des rares femmes lesbiennes à la tête d'une maison de couture, Jeanne Friot doit sans cesse faire ses preuves. Mais ses efforts ont été récompensés. Aujourd'hui, ses créations sont portées par des stars comme Katy Perry. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris a marqué un tournant dans sa carrière. Le costume qu'elle y a présenté a été vu par environ 5 milliards de téléspectateurs. Beaucoup de femmes étaient ultra touchées, beaucoup de personnes ont pleuré. Je pense que beaucoup de femmes ont vu beaucoup de leurs batailles, en fait, qui étaient finalement exaucées de manière poétique. En tant qu'artiste, je fais ce qui est de mon devoir, c'est-à-dire d'alerter, de montrer à l'intérieur de mes créations, pour moi, des urgences, que ce soit climatique ou que ce soit politique, en fait. Et je pense que c'est le rôle de tout artiste, en général. Je pense que c'est au peuple de faire résistance, quoi. Je pense que c'est à nous, en tant que citoyens, citoyennes, de reprendre le dessus sur ce qui est en train de se passer, en fait, et d'avoir un récit collectif positif et résistant, ouais. 50 ans de punk. Ce qui était punk à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Mais la protestation, la rébellion et cette esthétique radicale perdurent. Elle se manifeste sous d'autres formes et on en a besoin, plus que jamais.